Voilà pour ce reportage de Cécile Delarue, de Gilles Delbos et de Vincent Kellner. Et nous sommes ici, rue de Solferino avec vous, Ségolène Royal. Merci de nous avoir rejoints ici et d'avoir accepté notre interview. Je vais donner quelques chiffres globalement au début de cette émission pour situer les enjeux de cette dette dont on parle beaucoup et dont vous avez parlé, vous d'ailleurs, à votre discours de Villepinte. La dette en France, c'est 1200 milliards d'euros et elle s'accroît toutes les minutes de 2000 euros. On le cite toujours, mais c'est quand même assez spectaculaire, ce qui représente grosso modo 41 000 euros par ménage français. Le service de la dette, c'est-à-dire que les intérêts de la dette, c'est 40 milliards d'euros par an. C'est grosso modo 15% du budget, à peu près l'équivalent de l'impôt sur le revenu. C'est le deuxième poste de dépense du budget derrière le salaire des fonctionnaires qui lui représente 45% de ce budget. Et puis les programmes chiffrés des candidats, on va le dire pour chacun des candidats, eh bien pour Ségolène Royal, c'est 35 milliards d'euros de dépenses en plus. Et le contre-chiffrage qui a été fait par l'Institut de l'entreprise de Michel Pebro, c'est 63 milliards d'euros. Alors on va parler du reportage et des services publics, mais un mot sur la dette d'abord. Je disais, vous avez commencé à Villepinte, votre discours de Villepinte, par la dette, par ces 1200 milliards d'euros que nous devons. Oui. Pourquoi est-ce que c'était si important que ça pour vous? Parce que les Français l'ont bien compris. Et dans les débats participatifs que j'ai organisés avec eux, pour la première fois sans doute dans un débat politique, c'est remonté. Et donc les Français sont très inquiets. Ils ont compris que nous n'avions pas le droit de transmettre à la génération future la charge de cette dette. Et en même temps, rien ne serait pire que de traduire cette dette par finalement de l'immobilisme. Autrement dit, le choix politique qui doit être fait aujourd'hui, c'est quelles sont les bonnes dépenses pour résorber la dette. Autrement dit, quelles dépenses... Il ne faut pas se replier. Il ne faut pas se replier, il ne faut pas dire on arrête de bouger, parce qu'au contraire, à ce moment-là, l'immobilisme va nous enfoncer dans la dette et dans la régression. Au contraire, il faut se dire, et c'est ce que je fais dans le pacte présidentiel, c'est-à-dire j'investis dans les endroits qui vont permettre d'avoir un retour sur investissement et donc de résorber la dette, comme l'ont fait d'autres pays avec succès. C'est-à-dire l'investissement dans quoi? Dans la matière grise, dans la formation professionnelle, dans l'emploi pour les jeunes. Et autrement dit, c'est le recul du chômage qui va permettre de faire rentrer les cotisations et donc de faire reculer la dette. C'est la croissance qui va permettre de faire diminuer la dette. C'est le déblocage de la machine économique. Mais parlons d'abord de ces services publics et du reportage qu'on vient de voir avec effectivement ce qui se passe à l'hôpital, où on voit effectivement ces médecins privés dans le cadre de l'hôpital public. Est-ce que c'est pas là une espèce de dérive du système avec une privatisation du service public? Non, ça ne l'est pas si c'est correctement contrôlé. Ça ne me choque pas du tout que des médecins puissent avoir sur une partie de leur temps libre une clientèle privée. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenir dans l'hôpital public les meilleurs médecins. Or, je connais une ville où il y a un hôpital public et en face une clinique privée. Il suffit de traverser la rue pour que le salaire du médecin passe du simple au quadruple. Il faut donc trouver des solutions mixtes, d'équilibre, à condition que personne ne puisse être, aucun malade ne puisse être sélectionné par l'argent pour accéder aux meilleurs soins. Et en général, les médecins du secteur public qui ont leur conscience professionnelle pour eux, soignent à égalité de qualité ceux qui peuvent payer et ceux qui ne peuvent pas payer. D'accord, et c'est ce qu'on voit dans le reportage. Effectivement, il y a un chirurgien qui explique bien ça, cette différence de traitement qu'il aurait entre privé et public. Mais au-delà de ça, et ça vaut peut-être pour l'école, ce que je vais vous dire, est-ce que c'est pas aussi une remise en cause plus globale du service public? On se dit, on se gargarise de notre service public, notre modèle français, et on se dit en même temps, l'école, si on ne peut pas se payer les bons cours privés par ailleurs, le médecin, si on ne peut pas effectivement au court-circuiter les files d'attente, etc., parce qu'on a un petit peu d'argent, eh ben, le service public, il n'est peut-être pas le même pour tous aujourd'hui en France. Est-ce qu'il faut revoir ça aujourd'hui? Bien sûr, c'est un combat même permanent, c'est un combat de tous les jours. Moi, je suis pour le maintien des services publics, mais leur réforme, en mettant les agents publics là où c'est nécessaire et en réformant profondément l'État, qui est beaucoup trop centralisé, beaucoup trop hypertrophié. Donc, ce que je veux par une nouvelle vague de décentralisation, c'est mettre les agents publics sur le territoire au plus près des besoins des gens. Et c'est d'autre part remettre de l'État là où il a disparu, c'est-à-dire en milieu rural, pour maintenir les services publics, dans les quartiers populaires où il faut renforcer notamment la police de quartier. Je veux créer des dispensaires de proximité parce qu'il y a des gens qui sont très éloignés de l'accès aux soins et ça coûte 2 fois plus cher d'attendre que la santé se dégrade pour ensuite la réparer. Et donc, je crois que la modernisation... Ça fait des dépenses. Mais non, ça ne fait pas des dépenses, ça fait des recettes. On parle de diminution de la dette, tout le monde se dit, mais chaque fois que Ségolène Royal parle, elle annonce de nouvelles dépenses. Absolument pas. Absolument pas. Je m'inscris totalement en faux
contre cette façon de voir les choses. Je dis les choses telles qu'elles sont et je ne dissimule pas aux Français comme certains le fait qu'il va falloir en effet investir dans certains secteurs pour que la France se redresse. Et ça n'est certainement pas en disant que l'on ne va rien dépenser que l'on va redresser le pays. Il y a de bonnes et il y a de mauvaises dépenses. Dans une bonne dette et une mauvaise dette, c'est ce que vous dites. C'est votre façon de réduire la dette, c'est quand même de la creuser dans certains secteurs et de l'alléger dans d'autres. D'abord, contrairement à ce que vous avez dit, mon programme ne coûte pas 50 milliards puisqu'il y a 15 milliards d'économies. C'est-à-dire, je pense que premièrement, il faut réduire le train de vie de l'État, supprimer les dépenses inutiles. Et parmi l'ensemble des candidats, je suis la seule à en avoir fait la preuve puisque je l'ai fait à la tête de la région que je préside. Et donc, je sais que c'est possible. J'ai réduit le train de vie de la région, j'ai fait des économies, j'ai baissé la dette, entendez-moi bien. J'ai baissé la dette dans ma région et sans augmenter les impôts et tout en finançant les actions nouvelles d'avenir, c'est-à-dire la formation professionnelle, la recherche, les emplois tremplins pour les jeunes. Et donc c'est possible. Et au niveau de l'État, ça veut dire moins de ministères, vous avez dit par exemple, c'est du détail ça, mais moins de ministères? Au niveau de l'État, il faut alléger l'État central. Oui. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gaspillage à cause des doublons. L'État fait des choses qu'il ne devrait pas faire, les régions se superposent avec un certain nombre de compétences parce que la loi décentralisation Raffarin a été très mal faite, on le vit tous les jours, on a des transferts de charges sans avoir les ressources correspondantes, les départements se mêlent aussi d'un certain nombre donc dans la nouvelle loi sur la décentralisation et dans la réforme des institutions que je ferai, premièrement, l'État central sera allégé. Il y aura moins de ministères et les ministères cesseront de se superposer les uns les autres. Concrètement, ils auront pour les fonctionnaires qui bossent pour certains ministères à Paris, autour de Paris, etc., ça veut dire quoi? Qu'ils vont rejoindre les provinces? Oui. Ils vont devoir déménager? Mais ils sont demandeurs en plus. Ils sont demandeurs. C'est-à-dire, lorsqu'il y a, par exemple, je vais transférer aux régions la responsabilité de faire les travaux dans les universités qui sont en France dans des états assez lamentables par rapport aux autres pays européens. Les régions viennent de terminer la remise à niveau des lycées. Elles vont donc pouvoir s'engager dans la remise à niveau des universités. C'est un enjeu considérable pour l'emploi des jeunes. Ce sont les régions qui auront cette tâche. Vous allez demander de la mobilité aux fonctionnaires. Vous savez ce qui va se passer? C'est que les régions vont pouvoir faire ce travail à moitié prix avec ce que va faire l'État. Parce que quand on commande de loin des choses aussi concrètes, on paye 2 fois plus cher dans les marchés publics, dans les difficultés de contrôle, dans les doublons, dans les lenteurs administratives. Donc ça, ces lenteurs-là, elles coûtent très cher. Elles endettent la France. Parce que je crois aussi que c'est dans la rapidité d'action que l'on fait des économies. Dernière chose sur votre 6e République dont vous parlez maintenant. Est-ce que là aussi, il y a des échelons intermédiaires qu'il faut éventuellement supprimer? Vous dites qu'il faut dégrossir l'État au niveau central et décentraliser. Est-ce qu'au niveau des échelons intermédiaires, il y a, je sais pas, le département qui serait peut-être en trop, ou au niveau national, le Sénat qui serait peut-être en trop? Est-ce que là, dans votre 6e République, il y a des modifications à venir là? On ne pourra pas supprimer un échelon. Ceux qui promettent cela ont immédiatement reculé parce que ça créerait une belle pagaille. Donc on touche pas. Et il y aurait plus d'un an de débat et on ferait perdre beaucoup de temps à la France. En revanche, la réforme institutionnelle que je ferai, c'est qu'il n'y aura plus qu'une seule structure qui sera chef de file d'un projet et je demanderai aux notables de cesser de vouloir de se mêler de tout. Donc il y aura un chef de file qui sera un seul guichet qui sera responsable tout seul du montage administratif du dossier et donc ce sera à la fois plus rapide et plus économe. Madame Royal, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va continuer. On va aller retrouver Monsieur Sarkozy après. Et là, après ce reportage sur l'ANPE, là aussi, lui parle de guichet unique. D'ailleurs, il veut fusionner ANPE et UNEDIC pour effectivement gagner là aussi en efficacité. Donc, qu'est-ce qu'il en est de l'ANPE? Puisque vous savez que sur ce service de l'emploi, eh bien, depuis maintenant 2 ans, l'État n'est plus seul et qu'il y a effectivement une concurrence par des agences privées. Comment cela se passe-t-il?